Alors, le verbe est le mot qui exprime l'action faite ou l'état suivi par le sujet de la phrase. Le verbe d'action est un. Le verbe d'action est le verbe d'état. Le verbe exprime soit une action, soit un état. Soit l'action du sujet, soit l'état du sujet, bien sûr. Alors, les verbes d'action sont les plus nombreux, puisqu'il y a plus d'actions que d'états. Ils sont transitifs, ça veut dire, ils sont intransitifs, ça veut dire sans complément d'objet direct ou indirect, ou bien ils sont transitifs, c'est-à-dire avec un complément d'objet. Enfin, l'orage éclata, le verbe est intransitif parce qu'on s'arrête juste au verbe, on ne demande pas de complément. La foudre détruisit un arbre. Alors, un arbre est un complément direct de l'objet du verbe détruire, au passé simple. Ça veut dire le verbe détruire est ici employé transitivement. Les verbes d'état se construisent toujours avec des attributs du sujet, mais j'ai une remarque sur cette règle-là, parce que tous les verbes d'état ne sont pas des verbes attributifs d'état. Alors, il faut distinguer entre verbe attributif et verbe d'état. Alors, voilà une petite explication. Alors, quelle est la différence entre verbe attributif et verbe d'état? Alors, voilà la différence. Alors, il y a verbe attributif, attributif. Alors, les verbes attributifs, je donne des exemples. Par exemple, attributif d'état au sujet. Alors, verbe attributif d'état au sujet. Par exemple, il y a le verbe être, d'accord? Le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe avoir, mais avoir l'air, paraître, sembler, avoir l'air, devenir, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, ce sont des verbes attributifs d'état. Il attribue un état au sujet. Je donne un exemple. Par exemple, l'entraîneur, ou bien le joueur semble, ou bien paraît fatigué. D'accord? Fatigué. D'accord? Alors, l'action, ou bien l'état de la fatigue, l'état de la fatigue, bien sûr, c'est un état. L'état de la fatigue est attribué, d'accord? Attribué à quoi? Quel sujet? Le joueur, via quoi? Via, ou bien à travers le verbe attributif, attributif d'état au sujet. C'est quel verbe? C'est le verbe paraître. D'accord? Prenons un autre exemple d'attributif d'état au complément d'objet. D'accord? Il attribue un état au complément d'objet. Je, euh, par exemple, je crois que, je trouve, je trouve ce match difficile. D'accord? Je trouve ce match difficile. Alors, l'état difficile, difficile, d'accord, est attribué à quoi? Est attribué non pas au sujet je, mais il est attribué au COD. Quel COD? Ce match avec le verbe, le verbe attributif. Attributif, bien sûr, attributif d'état, non pas au sujet, mais d'état au COD, qui est le verbe trouver. D'accord? Alors, si on voit le verbe ici, le verbe paraître et le verbe trouver, d'accord?
initialement, ne sont pas par nature, ne sont pas des verbes d'état. D'accord? Alors, il faut distinguer entre un verbe d'état et un verbe attributif d'état. D'accord? Alors, les verbes d'état sont autre chose. D'accord? Pourquoi trouver? Parce que lorsque je dis paraître, et trouver exprime quoi? Exprime des actions, bien sûr. Exprime des actions. D'accord? Ils expriment des actions et non pas, voilà, et non pas des états. D'accord? Ils expriment des actions et non pas des états. Alors, ils expriment des actions et non pas des états. Alors, si on peut terminer, euh, ils expriment paraître et trouver, expriment des actions. Et aussi, on peut dire aussi que euh, il y a des verbes, il y a d'autres verbes d'état, d'accord, d'état, qui ne sont pas attributifs d'état, ni au sujet, ni au complément d'objet. Par exemple, le verbe entrer, d'accord, entrer, sortir, ne sont pas toujours aller, etc., etc. D'accord? Alors ça, ce sont des verbes d'état, mais ils ne sont pas attributifs. D'accord? Ils ne sont pas toujours attributifs. Par exemple, le verbe j'entre fatigué, je sors fatigué, je vais. Mais non, alors lorsque je dis je vais, alors je vais, ce n'est pas du tout attributif. Alors, il faut distinguer entre ces éléments-là ou bien ces types de verbes-là. Donc, je replace la règle en haut. Alors, les verbes d'état se construisent non pas toujours, mais ici, on peut dire souvent. D'accord? Souvent, et non pas toujours. Souvent avec des sujets. D'accord? Souvent, souvent avec des attributs de sujet ou bien de complément d'objet direct. D'accord? Alors, le sol était détrompé est un état attribué au sujet sol à l'aide du verbe être, un verbe attributif d'état au sujet. Les oiseaux restaient silencieux, c'est la même chose pour silencieux. Attention, suivant son emploi, un même verbe peut indiquer soit une action, soit un état. Par exemple, le roi parut, ça c'est le verbe paraître, c'est une action. Le fait d'être paru, d'accord, il fait, le roi paru, ça veut dire le roi fait une parution, d'accord, fit une parution. Mais le jardin paraît vide, c'est-à-dire le jardin semble vide. Quand il s'agit d'un verbe d'état, on peut le remplacer par sembler, par paraître, devenir et ainsi de suite. On n'oubliera pas par ailleurs que les verbes d'état indiquent une apparence, un état permanent ou un changement. Changement, par exemple, le verbe devenir et ainsi de suite. Alors, on continue. Le verbe attributif d'état au sujet ou au complément direct de son objet. Alors, la notion d'attribut n'est pas une invention de la nouvelle grammaire. Traditionnellement et encore aujourd'hui, le nom attribut désigne une fonction grammaticale d'un groupe au sein du groupe prédicat. Alors, on distingue lorsqu'on dit de groupe prédicat, c'est-à-dire on dit groupe prédicatif ou bien groupe verbal. On distingue deux sortes d'attributs, l'attribut du sujet et l'attribut au complément. Alors, on reconnaît l'attribut du sujet à la présence d'un verbe attributif comme verbe du prédicat. On parle maintenant de verbe attributif ou verbe copule. D'accord? Alors, plutôt que des verbes d'état. On ne peut pas parler de verbes d'état, on a déjà expliqué ça. Il s'agit des verbes être, rester, sembler. Ce sont des verbes attributifs d'état au sujet. Le groupe en fonction attribut qui accompagne ces verbes exprime une caractéristique, propriété ou bien un état du sujet. L'attribut est un élément obligatoire du groupe prédicat parce que l'attribut s'appelle un complément essentiellement lié au verbe, d'accord? On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Lorsque je dis je suis, il manque quelque chose, alors je suis comment, etc. Je suis venu, je suis, par exemple, je suis prêt, je suis là, et ainsi de suite, d'accord? Alors, enfin,
on remarquera que l'adjectif est parfois le nom en fonction attribut de sujet s'accordant genre et en nombre avec le sujet. Exemple, à son retour, André paraissait exténué, exténué c'est André. Il demeure silencieuse, silencieuse c'est l'état de elle. Replier la même chose sur elle-même quand on s'adresse à elle. Ses collègues semblent contrariés, ce sont les collègues qui sont contrariés. Monique est directrice adjointe, c'est qui c'est Monique. En grammaire moderne, la notion de verbe attributif s'étend à d'autres verbes qui ne sont pas à proprement parler des verbes d'état, mais des verbes en emploi attributif. Par exemple, le verbe vivre, mourir, sortir, revenir, arriver, tomber, ce sont par exemple, le verbe sortir, c'est un verbe d'état, mais il peut être attributif d'état, d'accord? S'emploie dans des contextes où on peut le remplacer par le verbe être, mais pas toujours, sauf que dans le cas où on peut les remplacer par le verbe être, le verbe sembler, devenir et ainsi de suite. Alors, malgré une existence difficile, il mourut heureux. Alors, comment il mourut heureux? Alors, heureux, c'est un adjectif attribué au sujet il, d'accord, à l'aide du verbe mourir. Nous vivions tranquilles. Qui est-ce qui est tranquille? C'est nous. Comment nous vivions? C'est nous, d'accord? Alors, tranquille, attribut de nous. Avec les explications que tu lui as données, il est parti rassuré. Comment il est parti? Alors, on attribue la rassurance ou bien l'assurance à elle à l'aide du verbe être. Paul est tombé malade. Comment est Paul? Il est malade. Alors, malade est l'attribut de Paul avec le verbe tomber au passé composé et ainsi de suite. Alors, bien que la fonction d'attribut du sujet soit souvent remplie par un groupe adjectival, ça c'est le plus souvent, d'autres groupes peuvent également être attributs, des groupes nominaux, des groupes prépositionnels, des groupes adverbiaux et ainsi de suite. Par exemple, elle paraît heureuse dans ses nouvelles fonctions, ça c'est groupe adjectival. Marie est devenue une chirurgienne réputée, groupe nominal. Mes enfants sont mon bien le plus précieux, groupe nominal. Pierre semble de bonne humeur, donc prépositionnel. Ta mère semble beaucoup mieux, groupe adverbial. Alors, la fonction d'attribut du complément direct, qu'on appelle en grammaire traditionnelle attribut du complément d'objet ou attribut de l'objet, est semblable à l'attribut du sujet. La principale différence est que le groupe attribut du complément direct est lié par le sens et dans la phrase au complément direct et non au sujet. Les verbes qui permettent un attribut du complément direct ne sont pas les mêmes. Ici encore, l'adjectif ou bien le nom en fonction d'attribut s'accorde en genre et en nombre avec le complément et non avec le sujet. Enfin, en plus du groupe adjectival, on trouve aussi dans cette fonction des groupes nominaux, des groupes prépositionnels et ainsi de suite. Alors, c'est la même chose qui change, c'est le verbe ou bien c'est le groupe auquel on attribue l'état et aussi le verbe attributif. Alors, exemple d'attributif ou bien d'attribut, de verbe attributif au complément d'objet. Son attitude rend ses collègues soupçonneux. D'accord? Alors, son attitude, c'est le sujet, rend, c'est le verbe, ses collègues, complément d'objet, soupçonneux, c'est attribué, c'est un adjectif attribut, un groupe adjectival attribut, au complément, au groupe nominal complément direct de l'objet du verbe rendre, d'accord? Et puis, le verbe attributif ici, c'est le verbe rendre. Alors, on a le verbe rendre, on a le verbe trouver, on a le verbe croire, on a le verbe considérer. Tous considèrent, ou bien tous considèrent cet écrivain comme un véritable génie. Alors, comme c'est une préposition, un véritable génie, euh, c'est un groupe nominal. Alors, comme un véritable génie, groupe prépositionnel, ce groupe prépositionnel a pour fonction d'attribut d'état au complément d'objet directement lié au verbe considéré, c'est cet écrivain, d'accord, à travers le verbe considérer. Alors, deuxième distinction, c'est ou bien, deuxième distinction, c'est les verbes, ou bien troisième distinction, c'est les verbes impersonnels.
et les verbes personnels. Alors, tous les verbes sont de nature personnelle, sauf quelques exceptions. Donc, ça, c'est la règle générale. Les différentes catégories des verbes impersonnels. Alors, les verbes se conjuguent à plusieurs personnes, mais les verbes impersonnels se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Il en existe un certain nombre. Cet article porte sur les différents types des verbes impersonnels. Alors, un verbe impersonnel est un verbe qui est conjugué uniquement à la troisième personne du singulier. Il, ce pronom ne représente rien ni personne. On parle de sujet apparent, d'accord? Un sujet apparent, c'est-à-dire un sujet que l'on peut voir, mais que l'on ne peut pas connaître, d'accord? Ça veut dire de quoi ou bien de qui il s'agit. Il existe différents types de verbes impersonnels. Certains verbes sont strictement impersonnels, mais d'autres peuvent avoir une tournure impersonnelle, alors qu'ils sont toujours ou bien souvent personnels. D'autres encore où ont une tournure impersonnelle à la forme seulement pronominale, lorsqu'ils sont employés d'une manière pronominale, c'est-à-dire un, avec un pronom réfléchi. Alors, les verbes strictement impersonnels, ce sont les verbes qui expriment un état météorologique. Par exemple, il pleut, il vente, il neige, il grêle. Ce sont aussi les verbes falloir, que, suffire, de, sont aussi strictement impersonnels. Alors, exemple, il pleut, c'est impersonnel, je ne peux pas dire je pleut, il pleut, il pleut, ne pleuvons, vous pleuvez, il pleuve, d'accord? Même si ça paraît facile dans la conjugaison, mais ça n'existe pas. Alors, toujours le verbe pleuvoir s'emploie avec la troisième personne du singulier. Il pleut depuis des jours. Il vente beaucoup, il neige dans les Alpes, il grêle depuis 5 minutes, et ainsi de suite. Et il y a aussi le verbe suffire, de, exprime ce qui est juste nécessaire. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour aller allumer la lampe. Qui est il? On ne sait jamais, d'accord? Alors, on ne dit pas je suffis, tu suffis, il suffit, nous suffisons, vous suffisez, etc. Alors, suffire de, d'accord? L'expression suffire de, ça reste toujours comme ça avec la troisième personne du singulier. Alors, il y a des exemples. Il faut, pour le verbe falloir, il faut déclarer. On ne dit pas je faut, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, certains verbes à tournure impersonnelle, ça veut dire ils s'emploient, d'accord? Normalement, personnellement, ça veut dire avec les personnes, mais parfois, sont, sauf avec, qu'avec la troisième personne du singulier. Certains verbes peuvent avoir une tournure impersonnelle, être, avoir, faire, valoir, rester, manquer, arriver, paraître, sembler et résulter. Alors, être s'emploie dans des expressions comme il est préférable, il est préférable, etc., de se reposer avant un examen. Avoir s'emploie dans il y a, et dans ce magasin, il y a. Faire à tournure impersonnelle exprime un climat. Aujourd'hui, il fait froid. Valoir, il vaut mieux. C'est dans le condition, pardon, c'est dans le, par exemple, exprimer, par exemple, un conseil. Il vaut mieux se protéger la peau. Rester, il reste 5 fruits. Ça veut dire, on ne peut pas dire il avec S reste avec NT puisque ce sont les 5 fruits qui restent. D'accord? On peut dire 5 fruits restent. D'accord? On peut dire ici 5 fruits restent. D'accord? Le verbe ici est personnel. Mais on ne peut pas dire il reste avec pluriel. Alors, ça n'existe pas cette formule. Il reste, d'accord, il reste 5 fruits. Alors, ça n'existe pas. Alors, cette tournure n'existe pas. D'accord? Alors, attention, on ne peut faire cette faute. Cette tournure n'existe pas. D'accord? Arriver introduit un événement, il arrive une catastrophe, d'accord? Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive une catastrophe. On peut dire aussi une catastrophe arrive, d'accord? C'est personnel, une catastrophe arrive, d'accord? C'est personnel, d'accord? Mais pas, on ne peut pas dire elle arrive une catastrophe.
d'accord. Catastrophe, d'accord. On ne peut pas dire il arrive une catastrophe, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que le verbe, dans le deuxième cas, il est impersonnel. On continue paraître que introduit un propos que l'on a entendu. Il paraît que Marc parte à Londres demain. Semblait que introduit une incertitude. Il semble qu'il fasse plus froid. En résulté, introduit une conséquence. Tout le monde part en vacances en même temps. Il en résulte un encombrement des routes. On ne peut pas dire il avec S, on résulte avec ENT, un encombrement des routes, même s'il s'agit du pluriel, parce que en résulté, c'est une tournure impersonnelle du verbe résulter. Alors, verbe à tournure impersonnelle à la forme pronominale seulement. Certains verbes ont une tournure impersonnelle à la forme pronominale, par exemple, s'agir de, s'avérer, par exemple, pardon, se produire, se pourvoir, et ainsi de suite, bien que le verbe agir est un verbe d'action. Le verbe produire, par exemple, aussi, c'est un verbe d'action. Le verbe pouvoir est un verbe d'action, d'accord? Se produire introduit un événement. Il se produit un accident. On ne dit pas on peut dire un accident se produit, d'accord? Mais ça reste personnel. Lorsqu'on dit il se produit un accident, c'est impersonnel. Il s'agit de, d'accord? Il s'agit d'un roman historique, d'accord? On ne peut pas dire un roman historique agit ou bien s'agit, non? Il s'agit d'un roman historique, c'est tournure impersonnelle. C'est un roman historique. Ce pouvoir que introduit une possibilité. Il se peut que mon cousin vienne demain, ou bien mon cousin peut venir demain. D'accord? Pourra venir demain, ou bien peut venir demain. S'avérer que peut venir demain, c'est personnel. Il se peut que mon cousin vienne demain, impersonnel. S'avérer que introduit un constat. Il s'avère que la route est peu praticable. La route s'avère peu praticable. Ici, ça devient un verbe attributif du temps au sujet. Lorsqu'on dit la route euh, s'avère peu praticable, s'avérer, c'est un attributif au sujet, d'état au sujet. Alors, et puis, quatrième distinction dans les verbes, c'est les verbes transitifs et intransitifs. Alors, définition. Les verbes transitifs sont suivis d'un complément d'objet direct. Ce complément d'objet peut être direct ou indirect. Notez que tous les verbes transitifs se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les verbes sont transitifs directs quand le complément d'objet est direct. Par exemple, le sujet-verbe complément d'objet direct, je fais du sport, d'accord? C'est le verbe ici, il est transitif, d'accord? Direct. Ça veut dire qu'il y a, attention, ici, du sport, ici, c'est un déterminant et non pas une préposition de le sport. Ça veut dire un peu de le sport, ça veut dire un peu du sport. Je fais une discipline, des disciplines sportives. D'accord? Alors, je fais du sport. Ici, c'est complément d'objet direct. Les verbes transitifs indirects, c'est quand le complément d'objet est indirect. Par exemple, le cas 1, verbe plus A plus complément d'objet direct, verbe plus 2 plus complément d'objet direct. Je parle à mes amis. Alors, le verbe parler est transitif indirect. Je parle de philosophie. Le verbe parler est transitif indirect aussi. Je rêve d'un beau voyage. Le verbe rêver aussi. C'est un verbe transitif indirect. Alors, définition. L'action des verbes transitifs est limitée au sujet, d'accord? Les verbes intransitifs, ils sont limités, leurs actions sont limitées au sujet. Par exemple, il dort, il pleut, etc. Les verbes transitifs ne sont pas suivis d'un COD ni d'un COI. Ils sont souvent suivis d'un complément circonstanciel de lieu, de temps, etc. Je marche dans la rue. Je vais à la montagne. Je viens chez toi. Je viens ce soir, d'accord?
Alors, mais ici, lorsque je dis je marche dans la rue, c'est un complément, d'accord? Mais ce n'est pas d'objet, d'accord? Parce qu'il s'agit d'un lieu. Je marche dans la rue, je vais à la montagne. À la montagne, c'est un complément essentiellement lié au verbe aller, d'accord? C'est un complément de lieu essentiel. Un complément de lieu essentiel. Il faut distinguer entre les compléments circonstanciels essentiels et les compléments circonstanciels facultatifs. Alors, les compléments essentiels, ils sont liés au verbe, par exemple, venir de, aller à, etc., aller chez, etc. Ça, euh, ce sont des verbes, ce sont des verbes, ou bien ce sont des compléments essentiels. Lorsque je dis je vais à la montagne, si je ne dis pas à la montagne, je vais, la phrase reste ambiguë, d'accord? Mais je dois dire je vais à la montagne, je vais à l'école et ainsi de suite. Alors, ça donne une précision sur le lieu où je vais. Ça veut dire à la montagne, c'est un groupe prépositionnel qui a pour fonction de complément circonstanciel essentiellement lié au verbe aller et non pas. Il y a une différence entre cette phrase-là. On ne peut pas la déplacer à la montagne, je vais, ça ne se dit pas. Mais on peut dire à la montagne, il pleut. D'accord? Ou bien à la montagne, les oiseaux, les oiseaux chantent. Ou bien les oiseaux chantent à la montagne, ou bien à la montagne. Les, 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 les neiges sont plus claires, par exemple. D'accord? Alors, on peut dire les neiges, virgule, à la montagne sont plus claires. D'accord? Les neiges à la montagne sont plus claires, ou bien, euh, les neiges sont plus claires à la montagne. Les neiges sont plus claires à la montagne. D'accord? On peut dire tout suite tournure. Alors là, à la montagne, ici, d'accord? Ici et ici, d'accord? Sont des compléments circonstanciels de lieu. C'est-à-dire, sont des compléments de phrase, d'accord? Compléments circonstanciels de lieu de la phrase. Ce sont des compléments facultatifs. On peut les déplacer, on peut même les supprimer. On peut dire les neiges sont plus claires, d'accord? Mais ici, je vais à la montagne, alors c'est interdit d'effacer à la montagne parce que ça rend la phrase un petit peu ambiguë. Je vais à la montagne, ça ne s'efface pas. On ne peut pas dire à la montagne je vais, ou bien je à la montagne vais, etc. Ça reste toujours comme ça. Alors, il faut distinguer entre complément circonstanciel de lieu et complément essentiel de lieu de certains verbes. D'accord? Alors, je viens chez toi, c'est la même chose, c'est essentiel. Je viens ce soir, c'est essentiel. Le complément est essentiel. Mais le verbe reste toujours intransitif. Alors, l'emploi transitif du verbe transitif, l'emploi intransitif du verbe transitif. Par exemple, il est possible d'utiliser un verbe transitif sans son complément d'objet. Pour cela, un contexte est nécessaire. Dans ce cas précis, on parle d'emploi transitif de verbe transitif, intransitif de verbe intransitif. Action, cela ne fonctionne pas. Pardon, attention, cela ne fonctionne pas pour tous les verbes. Exemple, il range. Ça veut dire il range quelque chose. Il pense, ça veut dire il pense à quelque chose. Mais je ne veux pas dire je fais ou bien tu dis. D'accord? Le verbe. Ça, cette règle-là, pour les verbes transitifs qui peuvent être employés intransitivement, ça existe pour certains verbes. Par exemple, le verbe ranger et penser. Mais pas pour tous les verbes. Par exemple, le verbe faire et dire, ça reste toujours transitif.
Alors, dernière catégorie voilà, dernière classe que j'avais, ou bien dernière nature de verbe que j'avais, voilà, préparé, c'est les verbes introducteurs quand on parle de discours direct et indirect. Les verbes introducteurs précèdent ou suivent une réplique ou peuvent aussi se retrouver au milieu d'une réplique dans un dialogue. Exemple, ce matin, le vieux Sogo appela ses deux fils et leur dit, cette année, je veux que vous passiez les vacances au village. Alors, le verbe introducteur ici, c'est quoi? C'est euh, dit, c'est le verbe dire. Est-ce vraiment nécessaire, papa? Demanda, c'est un verbe de, voilà, c'est un verbe de dialogue, pardon, c'est un verbe introducteur. Il y a le verbe dire, le verbe demander, le verbe dire qui est très souvent utilisé et passe partout. Elle a plusieurs significations. Il devient ainsi un verbe dont le sens est vague. On peut l'éviter au profit d'un verbe plus précis. Ces verbes plus précis nous renseignent sur la manière dont les paroles sont dites, le sentiment qui anime le locuteur, l'enchaînement des répliques, etc. Exemple, Noun, papa, moi, j'avais prévu les passer chez l'oncle Bouba, protesta l'aîné. D'accord? Alors, le verbe protester, ça veut dire refuser. D'accord? Parler en refusant la chose. Non, papa, moi, j'avais prévu les passer chez l'oncle Bouba. D'accord? Alors, ça, c'est la réponse à cette question. Ce matin, le vieux Sogo appela ses deux fils et leur dit, cette année, je veux que vous passiez les vacances au village. L'un de ses fils, il dit, non, papa, moi, j'avais prévu les passer, c'est-à-dire les vacances, chez l'oncle Bouba, protesta l'aîné, c'est le plus grand. Protester aussi, c'est dire en refusant. Dans cette phrase, le verbe introducteur protesta montre clairement l'état d'âme du locuteur et laisse imaginer la façon dont la parole a été dite. Ouais, il y a le verbe protester. Liste des verbes introducteurs en fonction des intentions dans le discours. Alors, par exemple, pour interroger, on dit interroger, demander, questionner, s'informer. Pour répondre, on dit répondre, rétorquer, répliquer. Pour affirmer, on dit affirmer, avouer, certifier, déclarer, jurer. Pour s'opposer, protester, s'indigner, s'opposer, objecter, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut toujours euh, varier les verbes utilisés. Alors, pour expliquer, on dit expliquer, souligner, démontrer, préciser. Donner un ordre, donner, commander, exiger, intimer. Prier, prier, supplier, implorer, marquer l'hésitation, hésiter, bredouiller, bégayer, balbutier, marquer la surprise, s'étonner, s'émerveiller, s'exclamer, crier, hurler, rugir, brailler, parler à voix basse, chuchoter, murmurer, souffler, et se moquer, rire, se moquer, ricaner, s'amuser, et ainsi de suite. Il faut toujours varier les verbes selon ce qui est demandé. Alors, bien sûr qu'on va parler de la concordance des temps dans le discours direct et indirect pardon, pour voir les changements et on va faire aussi un petit exercice là-dessus. Mais passons tout d'abord sur les verbes pronominaux. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Alors, si vous me demandez quelle est la différence entre un verbe pronominal et un verbe non pronominal, je vais répondre facile. Vous connaissez probablement déjà un verbe pronominal, le verbe s'appeler. S'appeler est un verbe pronominal composé d'un pronom réfléchi se et d'un verbe auxiliaire appeler. C'est le pronom réfléchi et appeler et le verbe auxiliaire. S, c'est le pronom réfléchi, le S apostrophe, c'est-à-dire se. Vous connaissez probablement déjà un autre verbe pronominal, le verbe se parler. Se parler est un verbe pronominal composé d'un pronom réfléchi, se, et un verbe auxiliaire parler. Vous connaissez aussi, par exemple, d'autres verbes
Le verbe éternuer, par exemple, est un verbe non pronominal. Il ne s'emploie pas avec S ou S apostrophe. Il existe deux types de verbes pronominaux, les verbes pronominaux réciproques et les verbes pronominaux réfléchis. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire réciproque et réfléchi. Quand le sujet exerce une action sur lui-même, c'est réfléchi. Et, par exemple, s'aimer, il aime soi-même. Mais, par exemple, quand on dit s'appeler ou bien se téléphoner, l'un appelle l'autre. D'accord? Alors, c'est réciprocité. Alors, réfléchir, ça veut dire à lui-même, à soi-même au sujet. Et euh, l'autre, c'est réciprocité quand il y a une double action. Alors, distinction entre un verbe essentiellement pronominal et non essentiellement pronominal. Certains verbes ne s'emploient qu'à la forme pronominale. Un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui se conjugue obligatoirement avec son pronom complément. Par exemple, le verbe, on ne dit pas absenter, j'absente, tu absenté, l'absente. Non, on dit je m'absente. Exemple, verbe s'absenter, je m'absente, tu es absenté, il s'absentera, etc. Un verbe non essentiellement pronominal peut se conjuguer avec ou sans pronom complément. Un exemple serait le verbe s'acheter. Ça, parfois, s'acheter, on dit j'achète un cadeau, je m'achète une robe. D'accord? J'achète un cadeau, c'est normal, c'est non pronominal. Et je m'achète une robe, c'est pronominal. Conjugué, conjugué avec un pronom, je m'achèterai, tu t'achètes, tu t'achetais, tu t'achetais, et s'achètera, nous achetons, etc. C'est-à-dire, nous achetons un nous même, conjugué sans pronom, j'achèterai, ça veut dire j'achète la chose, d'accord? Et ici, je mets l'action, quand c'est pronominal, je mets l'action sur moi-même, c'est-à-dire j'achète cette chose-là à moi-même. Et lorsque je dis j'achèterai, ça veut dire je mets l'action sur ce qui est acheté, d'accord? Le cadeau, la robe, etc. Alors maintenant, les verbes introducteurs. Alors, les verbes introducteurs, ou bien les verbes, les verbes introducteurs. Introducteurs, ouais, introducteurs du discours direct et du discours, bien de la parole. Alors, définition, dans une situation, d'accord, dans une situation, bien dans une situation d'énonciation donnée, l'émetteur peut être ramené à rapporter les paroles prononcées par un autre que lui. Il utilise alors un verbe introducteur de parole. Par exemple, Hans rappela que Marthe lui avait dit, ou bien que Marthe lui avait dit je serai de retour à 18 heures. Alors, avait dit, ça veut dire le verbe dire en plus que parfait, c'est un verbe introducteur de la parole de qui? De la parole de Marthe. D'accord? C'est Marthe qui a dit je serai de retour à 18 heures. À qui l'a-t-elle dit? C'est à Anne. Construction des verbes de parole selon le type de discours. La construction du verbe introducteur varie selon le discours. Alors, le discours direct, il rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées et il est reconnaissable car il porte des marques du dialogue, paroles encadrées par des guillemets. Le verbe introducteur de parole peut être placé à trois endroits différents. Avant les paroles est suivi de deux points. Alors, il s'exclama, deux points, guillemets, oh, quelle bonne surprise! Point d'exclamation, fermeture de guillemets. Au milieu, avec inversion du sujet et du verbe dans les récits, dans les romans, etc. Par exemple, oh, s'exclama-t-il, quelle bonne surprise! D'accord? Toujours il y a les guillemets et les points voilà, de ponctuation. Après, avec une inversion du sujet et du verbe, oh, quelle bonne surprise! S'exclama-t-il. D'accord? On voit bien que ça peut changer de rôle, même si ça reste toujours direct. Alors, le discours indirect ne porte pas les marques du dialogue. Les paroles sont rapportées par une proposition subordonnée dépendante
du verbe introducteur de parole qui se trouve dans la proposition principale. Anne se rappela que Marthe lui avait dit qu'elle serait de retour à 18 heures. Avait dit, verbe devoir, pardon, verbe dire au plus que parfait, c'est le verbe introducteur, et puis tout ça, c'est la subordonnée, la proposition subordonnée complétive du verbe introducteur du discours indirect. Alors, l'usage des différents verbes introducteurs de parole, par exemple, pour clarifier le type de phrase, on dit demander, c'est pour interrogatif, questionner, interrogatif, interroger, interrogatif, s'exclamer, exclamatif, ordonner, injonctif. L'intensité de la voix, s'écrier, hurler, chuchoter, murmurer. L'intention du locuteur, admettre pour dire oui, acquiescer pour dire oui, approuver pour dire oui, prétendre pour penser, affirmer pour voilà, pour accentuer le oui, d'accord, c'est-à-dire pour dire oui, pour accentuer l'accord. L'émotion pour, par exemple, gémir, ronronner, crier, et ainsi de suite. On avait déjà parlé de ça tout à l'heure. Alors, repère. La manière dont les paroles sont prononcées peut être précisée également par un adverbe ou bien un groupe nominal en complément de verbe de parole. Par exemple, il s'interrogea comment vivement, comment d'une voix forte. Alors ça aussi, ce sont des indicateurs voilà, d'émotion, etc. L'essentiel, on peut rapporter des paroles au discours direct au discours indirect. Dans les deux cas, ces paroles sont introduites par des verbes. Ces verbes de parole sont nombreux et il est important de les varier, d'accord, pour exprimer avec précision la manière dont les paroles ont été prononcées. Alors, ce qui reste, c'est savoir concorder les temps en changeant du discours direct au discours indirect. C'est un peu plus difficile, concorder les temps, concorder aussi les références de temps, concorder aussi les pronoms et ainsi de suite. Dans cette partie de leçon, je vais vous présenter comment s'accordent les temps. Alors, et une remarque d'abord, c'est quand est-ce qu'on a recours à ce tableau-là, d'accord? C'est quand quand le verbe introducteur est au passé. Quand le verbe introducteur est au présent, on n'a pas recours à ce tableau-là. D'accord? Il faut conjuguer normalement sans changement dans le temps. Mais ici, voilà, on prétend que le verbe introducteur est au passé. Alors, c'est pour ça que pour chaque temps simple, ici, ce sont des temps un peu de premier degré, ici, dans le deuxième degré. À chaque fois qu'on est dans le discours direct, on monte d'un degré, d'accord? Dans le discours direct, on monte d'un degré. Et dans le discours direct, on descend d'un degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour le présent, ça devient imparfait. Pour le passé composé, c'est plus que parfait. Pour le futur simple, conditionnel présent. Pour le futur antérieur, conditionnel passé. Pour le passé récent, venir à l'imparfait plus l'infinitif. Le futur proche, aller plus l'infinitif, etc., etc. Ça veut dire, on va voir maintenant de quoi il s'agit dans un petit exercice, les références de temps. Alors aujourd'hui devient ce jour-là, demain, le lendemain, la semaine dernière, la semaine devient la semaine précédente. Alors, je continue pour voir un petit peu de quoi il s'agit dans ces phrases-là. Alors, j'essaie de transformer ces phrases au discours direct. Alors, je vais utiliser voilà, le texte de Zoom pour alors, format. Je prends ça. Ça reste toujours format. Alors, j'écris. J'utilise les outils Zoom. Alors, je transforme au discours direct. Les phrases sont déjà au discours indirect. Alors, je transforme au discours direct. Alors, je commence. Je raconte à mes amis que la police a arrêté le criminel. Ici, je raconte
Je raconte, c'est déjà au discours indirect. Il y a je raconte, ça veut dire aucun changement dans les temps. Ça veut dire je raconte à mes amis, deux points. Je raconte à mes amis, deux points, guillemets. Euh, la police a arrêté le criminel. La police, pourquoi je n'ai pas fait de changement? Parce que le verbe introducteur est au présent. La police a arrêté, arrêté le criminel. Je ferme et c'est fini. D'accord? Alors, je fais une autre phrase, la deuxième phrase. Le maître a déclaré, ici c'est le passé composé, ça veut dire ce qui est dedans, il va changer au temps plus simple. Alors, le maître a déclaré, deux points, euh, à ses élèves, a déclaré à ses élèves, deux points, que l'école organiserait. Alors, organiserait, c'est le conditionnel présent. Alors, je reviens d'un temps, je reviens dans le tableau et je trouve que je dois faire le futur simple, d'accord? L'école organisera une sortie. L'école organisera une sortie. Le travailleur a répondu qu'il faisait son travail. Et si passé composé, ça veut dire je dois changer le temps. D'accord? Alors, je dis le travailleur a répondu, euh, parce que c'est lui qui parle, je fais mon travail. Vous avez remarqué que je dis je parce que c'est le travailleur qui parle directement. Et faisait, je ne dis plus faisait parce qu'il ne s'agit plus de l'imparfait, parce que je dois changer le temps d'un degré avant, d'accord? Si on voit le tableau de concordance, on voit bien que pour l'imparfait, on utilise le présent, ça veut dire pour revenir du discours indirect au discours direct, parce que les phrases ici sont déjà employées au discours indirect. Alors, je fais mon travail. Je termine. Le père annonça c'est le passé simple, ça veut dire qu'il y a un changement. Le père annonça à sa famille, à sa famille. Le père annonça à sa famille, euh, il avait acheté, c'est le plus que parfait, alors c'est le passé composé. Alors on doit faire le passé composé. J'ai acheté une maison. J'ai acheté une maison. Le journal annonce aucun changement. Le journal, pourquoi? Parce que c'est le présent. Le journal annonce deux points. euh, la pluie tombera demain. La pluie tombera demain. La femme a dit qu'il ne viendrait pas le lendemain. C'est passé composé, on doit changer le temps, il y a concordance. La femme a dit, euh, euh, alors elle, c'est je, d'accord? Je ne viendrai parce que ça, c'est conditionnel. Alors, je fais le futur. Je ne viendrai pas demain. Attention, on veut changer.
le temps. Non, je ne viendrai pas demain et non pas le journal annonce que la pluie tombera demain. Le ministre informe les gens que la loi interdit le travail des enfants. Et si aucun changement au niveau du temps, le ministre, le ministre informe les gens de points. La loi, la loi interdit le travail des enfants. Bien sûr, on ferme les guillemets. Voilà, on a terminé pour ce petit exercice. Alors, on passe à un autre exercice. Alors, votre mère vous a téléphoné la semaine passée pour vous donner des nouvelles de la famille. Répétez ce qu'elle vous a dit en variant les verbes introducteurs. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre mère? Alors, ma mère, on commence par ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit que ma sœur reviendra, euh, reviendrait, c'est le passé, bien sûr, conditionnel passé, reviendrait de son stage euh, la semaine dernière. La semaine suivante. Mhm. Il m'a dit aussi, ah, ça c'est la première, attention, attention. Que Farid tout d'abord. Que Farid est très malade. Ma mère m'a dit que Farid était très malade. Hein, que, que ma sœur reviendrait de son stage la semaine suivante. Hein. Que mon père parle, que mon père partait au service national aujourd'hui. Que mon père partait au service national, ce n'est pas aujourd'hui, mais ce jour-là, Euh, que mon père et moi allons à la campagne, euh, qu'elle, qu'elle, bien que son père, que mon père, que mon père et elle, c'est-à-dire ma mère, allaient
aller à la campagne, à la campagne, euh, le mois suivant. Quoi encore? Et si c'est que mon frère. Elle me demanda, elle me demande, il m'a demandé, il m'a demandé si je viendrais passer quelques jours, si je viendrais, non, si je viendrais, si j'allais. Pourquoi? Parce que هي كتقول لي venir, أنا كنقول aller, d'accord? Euh, si j'irais passer quelques jours chez elle avant les examens. Elle me demande de bien travailler ou bien elle m'a elle m'a ordonné de bien, de bien travailler ou bien elle m'a demandé de bien travailler pour les examens. Pour les examens. Elle m'a informé, informé euh, qu'il euh, m'embrassait. C'est qui? C'est sa famille. Ils m'embrassaient tous et qu'ils vont revenir et qu'ils allaient, que c'est mon frère, mon frère et mon père m'embrassaient tous et qu'ils allaient et qu'il allait revenir le lendemain. Et qu'elle allait revenir le lendemain. Ils repeindront toute la maison. Elle m'a informé qu'il repeindrait toute la maison. Toute la maison et se prépare pour le mois. Elle euh, m'a annoncé qu'il se préparait
pour le mois de رمضان. هنا كتلاحظوا ان في واحد البلاصه هنايا راه ما درتش، يعني ما درتش دوك لي فيرب انتروديكتور افو دو شوازيغ. راه ممكن هاد الفقره كلها نجمعها في فقره وحده ونقول ما مير م'a dit que Farid était malade, que ma sœur reviendrait de son stage la semaine suivante. Il m'a informé, il m'a informé, il m'a interrogé, etc. etc. هنا ما بدلتش لي فيرب انتروديكتور كلهم. داكوغ حاولت ندير بعض الامثله اللي مهمين بحال لو فيرب ordonner ou le verbe interroger, etc. Parce que c'est obligatoire pour la phrase interrogative et injonctive. نشوفوا يعني الإخراج ديال هذا التمرين هذا، نحاولوا نشوفوه. يعني كنت أنا وجدته من قبل الأفعال الآخرين. alors elle m'a dit، نحيدو هذا les annotations. pardon. alors elle m'a dit que Farid était très malade. pardon. Elle m'a dit que Farid était très malade et elle a ajouté que ma soeur reviendrait de son stage la semaine suivante. Elle m'a annoncé que mon frère paraît au service national ce jour-là. Il m'a informé que mon père et elle allaient à la campagne le mois suivant. Elle m'a demandé si je viendrais quelques jours avant les examens et de bien travailler pour mes examens. Il m'a dit qu'il m'embrassait tous. Il m'a affirmé qu'il allait revenir le lendemain. Il m'a expliqué qu'il repeindrait toute la maison et qu'il se préparait pour le mois de Ramadan. هذا هو اللي كاين في هذه الحصة en ce qui concerne les verbes. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصة هذه، والناس راهم يعني ملاهية دابا مع المقابلة، مشاو كيشدوا بلايصهم في المقاهي. وشكرا، تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.